J'ai toujours pensé que la forêt était un lieu de paix, mais cette nuit-là m'a prouvé qu'elle pouvait être un piège. Le silence qui vous enveloppe cache en réalité quelque chose de plus grand, quelque chose qui a pris mon ami et qui ne m'a laissé que de la peur et des traces inexplicables. Je me suis toujours considéré comme une citadine. L'agitation, le bruit, le rythme incessant des métropoles me sont chers, même s'ils m'épuisent souvent. Les longues journées de travail, la lumière des écrans, les nuits blanches avec le café, tout cela est devenu une routine familière. La nature, l'air pur, cela a toujours été quelque chose de lointain et presque mythique pour moi. Mais dernièrement, cette routine a commencé à m'étouffer. Il me semblait que même le bruit des rues devenait agressif et que la lumière des écrans me brûlait les yeux plus que jamais. J'avais l'impression qu'un peu plus et j'allais exploser. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Michael. Nous nous connaissions depuis l'enfance, mais au fil des ans, nos vies s'étaient séparées. Il était resté dans notre petite ville natale et je me suis échappé vers la grande ville où je travaillais pour une grande entreprise d'informatique. Michael a toujours été différent des autres. Il aimait l'aventure, la nature et la liberté. Ses photos montraient des montagnes enneigées, des forêts verdoyantes, des prairies ensoleillées. Sur ces photos, son visage rayonnait toujours d'une joie sincère. Il y a quelques jours, il m'a écrit « Jack, il faut que tu vois ça. Il y a un endroit que peu de gens connaissent. C'est incroyable. Cela changera ta vie. » J'ai d'abord hésité. Quelque chose dans ses paroles me semblait trop romantique, trop beau pour être vrai. Mais en même temps, je n'avais pas la force de résister. J'avais besoin de changer. Et Michael savait comment me convaincre. « Tu es coincé dans ce sac de béton depuis trop longtemps. Tu as besoin de voir la vraie vie, Jack. » J'étais donc là, assis dans la voiture de Michael, chargé de sacs à dos et de sacs de couchage, à regarder les forêts sans fin qui s'étendaient le long de la route. Nous roulions depuis des heures et, à chaque kilomètre, le signal de mon téléphone s'affaiblissait. Quelque part au milieu de la route, je me suis rendu compte que la connexion était complètement coupée. Cela me rendit un peu nerveuse, mais Michael rit lorsqu'il remarqua mon anxiété. C'est l'occasion rêvée de se détacher de tout ce qui vous met la pression. Il n'y aura pas de courriel, pas de message, pas de bruit de la ville. Il n'y aura que le silence et la nature. Nous sommes arrivés à l'endroit qu'il a appelé le point de départ. À partir de là, il n'y a plus qu'à marcher. Un vieux chemin abandonné s'enfonçait dans la forêt. Michael marchait avec assurance, comme s'il connaissait tous les chemins. J'étais hanté par le sentiment que quelque chose nous observait attentivement derrière les arbres. Mais j'ai repoussé ces pensées. C'est juste une habitude de la vie urbaine, voir le danger partout. Lorsque nous avons installé notre campement dans une petite clairière entourée de grands pins, j'ai ressenti une véritable paix pour la première fois depuis longtemps. Une brise légère chuchotait entre les arbres, un oiseau criait quelque part au loin et ces sons semblaient être de la musique. Michael a allumé un feu et nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Il m'a parlé de l'importance de se sentir en harmonie avec la nature, m'a raconté ses voyages et je l'ai écouté en riant. Mais quelque part au fond de moi, quelque chose m'empêchait de me détendre. Michael a toujours été quelqu'un de calme. Dès notre enfance, il savait comment calmer les autres lorsque les choses allaient de mal. Il avait une sorte de confiance détendue qui attirait les gens. Alors que j'étais assise dans mon premier camping, respirant l'odeur du feu, je me suis souvenu de la façon dont Michael m'entraînait dans les compétitions scolaires, les randonnées vers la rivière et les réunions nocturnes au bord du lac. Pour moi, c'était toujours quelque chose d'étranger, quelque chose qui sortait de ma zone de confort. Mais chaque fois que j'osais, c'était une expérience inoubliable. Il n'a pas changé. Sa passion pour l'aventure n'a fait que s'intensifier. Ces dernières années, Michael a parcouru tout le pays pour explorer des endroits reculés. J'ai vu ses photos du sommet des montagnes, avec des nuages qui s'étendent comme un tapis sous les pieds. Il m'a raconté des histoires de lacs tranquilles où l'eau était si claire que l'on pouvait voir chaque pierre au fond. Moi, en revanche, je menais une vie complètement différente. Mes aventures se limitaient à de nouveaux projets, à des échéances et à de rares week-ends hors de la ville. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rarement quitté cette zone de stress permanent et Michael l'a remarqué. Il disait toujours que j'étais otage de ma routine et essayais de m'en sortir. Lorsqu'il m'a parlé pour la première fois de cet endroit, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une autre excuse pour me faire sortir dans la nature. Mais sa voix était inhabituellement sérieuse. Il m'a dit qu'il avait trouvé cet endroit par hasard au cours d'une de ses randonnées. Il n'était pas indiqué sur les cartes, mais il était tombé sur un vieux magazine touristique qui mentionnait cette partie du parc en passant. On y parlait d'une sorte de beauté sauvage, difficile à décrire avec des mots. J'ai remarqué qu'il ne me disait pas tout. Plusieurs fois, il a commencé à dire quelque chose et s'est arrêté. Peut-être voulait-il simplement garder les choses intéressantes. Je me suis dit que c'était sa façon à lui de rendre ce voyage spécial. Mais maintenant, assis autour du feu de camp, j'ai commencé à repenser à ces hoquets et j'ai senti un peu de malaise monter en moi. Lorsque nous avons installé
installé le camp, Michael nous a expliqué que cette fois-ci, nous resterions ici pendant 3 jours. Il nous a dit que plus loin, à une dizaine de kilomètres, il y avait une autre prairie, encore plus pittoresque. Nous devions nous y rendre demain, mais aujourd'hui, nous allions nous reposer. Tout est parfait ici, dit-il en installant un sac de couchage près du feu. J'ai regardé autour de moi, les grands pins semblaient de nous protéger du reste du monde. Les étoiles scintillaient dans le ciel au-dessus des arbres et il semblait qu'elles étaient très proches. Mais quelque part, au loin, dans l'obscurité, j'ai cru entendre un bruit comme le craquement d'une branche. J'ai tourné la tête, mais Michael s'est contenté de rire. La forêt est vivante, Jack, ce n'est pas une ville. Il y a toujours quelque chose qui bruisse, quelque chose qui bouge. Il faut s'y habituer. Il avait raison, je devais m'y habituer. Mais plus j'essayais de m'en convaincre, plus mes pensées revenaient au silence qui, parfois, rompait le bruit de la forêt. Ce n'était pas un silence ordinaire, il semblait attentif. J'avais envie d'en parler, mais je restais silencieux. Peut-être que j'étais en train de m'énerver. Il était près de minuit lorsque nous sommes allés nous coucher. Michael s'endormit immédiatement, sa respiration régulière noyant rapidement les bruits de la nuit. Quant à moi, je ne parvins pas à fermer les yeux avant longtemps. Quelque chose dans cet endroit ne me permettait pas de me détendre. Allongé dans la tente, j'ai écouté chaque bruissement, chaque son, et puis je l'ai entendu à nouveau. Quelque part dans l'obscurité, bien au-delà des arbres, j'ai entendu un son qui ressemblait à un doux et long cri. J'étais réveillé. Plus je restais allongé à regarder l'obscurité, plus chaque nerf de mon corps était tendu. Les cris provenant de la forêt étaient trop faibles pour que je sois sûr de leur nature, mais ils étaient suffisants pour que mon cerveau commence à imaginer les pires scénarios. Il semblait que le silence de la forêt s'imposait de toutes parts. Seul le vent léger qui se frayait un chemin à travers les arbres le rompait, et pourtant il semblait vivant. J'ai essayé de l'écouter. Il y avait quelque chose de presque paranoïaque, mais je n'arrivais pas à me détendre. Michael respirait régulièrement et tranquillement, et je l'enviais. Comment peut-on s'endormir dans un tel endroit? Comment ignorer la tension qui règne dans l'air? Et puis j'ai entendu un autre bruit. Cette fois, il était plus proche. C'était un pas, un seul pas, très clair, qui brisait le bruissement régulier du vent, comme si quelqu'un avait marché sur une branche sèche. Je me suis figé. Tout mon corps s'est tendu, mon cœur battait si fort dans ma poitrine qu'il semblait sur le point de réveiller Michael. Était-ce mon imagination ou quelqu'un était-il vraiment là? Un autre bruit, 2 pas cette fois. Ils étaient très proches, mais je ne pouvais voir personne à travers la toile de la tente. J'ai retenu ma respiration, écoutant chaque petit bruit. J'entendais le vent toucher les branches, les feuilles bruissaient quelque part au loin. Mais les pas s'étaient arrêtés. Plusieurs minutes se sont écoulées, peut-être même des heures. Je restais là, immobile, n'osant plus bouger. Mais il ne se passait rien d'autre, seulement les bruits de la forêt. Était-ce vraiment le vent? Je voulais y croire, mais l'angoisse qui s'était déjà installée dans mon esprit ne voulait pas me lâcher. Je me suis réveillé dans la lumière froide du matin. J'ai réussi à m'endormir un peu dans la matinée, mais mon sommeil a été perturbé et superficiel. Lorsque je suis sorti de la tente, Michael était déjà debout. Il sourit et dit qu'il allait préparer le petit déjeuner, et je regardais en silence la forêt qui nous entourait. La forêt avait une toute autre allure à la lumière du jour. Elle ne semblait plus aussi menaçante. Mais les bruits de pas de la nuit ont laissé des traces dans mon esprit. Quelque chose ne tournait pas rond ici. Alors que nous étions sur le point de continuer vers la prochaine clairière, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur un arbre près du camp. L'écorce était rayée. On aurait dit des symboles gravés à l'aide d'un objet long et pointu. Je me suis approché pour regarder de plus près. Il y avait des formes, comme des cercles entrelacés. Elles avaient un l'air vieilles, mais la façon dont les rayures étaient du fait montrait qu'elles avaient été gravées avec une grande précision. J'ai essayé d'appeler Michael, mais il m'a ignoré. Peut-être qu'il ne m'entendait pas, ou peut-être qu'il pensait que cela n'avait pas d'importance. Nous avons continué à marcher et j'ai essayé de me forcer à oublier. Mais lorsque nous avons atteint une autre clairière, la situation s'est répétée. Les mêmes signes sur les arbres. Cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Je sentais que ce n'était pas un hasard. Mais plus je regardais ces symboles, plus ils me semblaient bizarres, presque vivants. Michael a dit que c'était probablement l'œuvre d'autres touristes et que ce n'était qu'une légende urbaine de plus. Mais cela ne m'a pas calmé. La nuit suivante, la situation a empiré. La nuit est arrivée plus vite que je ne m'y attendais. Il semblait que la forêt, qui avait semblé ouverte et même un peu amicale pendant la journée, avait refermé ses sombres couronnes, nous fermant au monde extérieur. Michael, comme d'habitude, était occupé à préparer le camp. Son assurance était un peu rassurante, mais je ne pouvais pas oublier ces symboles dans les arbres. Quelque chose ne tournait pas rond. Peut-être s'agissait-il de vieilles marques que quelqu'un avait laissées il y a longtemps. Mais si c'était le cas, pourquoi n'apparaissait-il qu'ici, là où Michael disait qu'il n'y avait presque personne? J'ai à peine touché à la nourriture. J'avais l'estomac noué et mes pensées se bousculaient comme des papillons dans un bocal. J'ai essayé de me forcer à me détendre, mais il y avait quelque chose dans cet endroit qui ne me permettait pas de me reposer. Trop de silence,
trop d'ombre. Michael a plaisanté en disant que j'étais trop tendu, mais cela n'a pas aidé. Après le dîner, il a dit qu'il allait explorer les environs. C'est ce qu'il faisait toujours, explorer les environs pour s'assurer que tout était sûr. Je suis resté dans le camp, assise près du feu qui s'éteignait. Le silence devenait de plus en plus épais. On aurait dit que toute la forêt était figée, comme si elle attendait quelque chose. Le temps passait lentement. Je ne savais pas s'il s'agissait de minutes ou d'heures, mais Michael ne revenait pas. Je commençais à me sentir anxieuse. Son absence ne semblait pas naturelle. Je n'ai pas entendu un seul son qui aurait pu indiquer où il se trouvait. Pas un craquement de branches, pas une voix. J'ai scruté l'obscurité, essayant d'apercevoir au moins un mouvement, mais il n'y avait rien. Lorsque le feu s'est presque éteint, j'ai compris que je ne pouvais pas rester assis et attendre plus longtemps. J'ai pris la lampe de poche et je suis allé à l'endroit où il avait disparu. L'obscurité m'engloutissait à chaque pas. La lampe de poche n'éclairait qu'un étroit faisceau devant moi et l'obscurité totale restait derrière moi. Je ne savais pas où aller, mais je sentais que je devais avancer. C'est alors que je l'ai vu. Les affaires de Michael étaient éparpillées dans les feuilles. Son sac à dos, sa veste, sa lampe de poche, posés là comme s'il l'avait laissé tomber. Mais il n'était plus là. Je me suis figé. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre le sang battre dans mes oreilles. J'ai regardé le sol et j'ai vu des empreintes de pas, profondes, irrégulières, comme s'il avait trébuché ou été traîné. Elles s'enfonçaient dans l'obscurité. Quelque chose dans ces empreintes m'a arrêté. Elles n'étaient pas bonnes, trop grandes, trop lourde. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin. Quelque chose m'a poussé à faire demi-tour et à courir vers le camp. Je ne savais pas ce que je voyais, mais quelque chose n'allait pas dans cette forêt. Quand je suis arrivé au camp, j'ai vu que le feu s'était complètement éteint. Tout ce que j'ai pu faire, c'est ramper dans ma tente et m'asseoir là en tenant le couteau que j'avais trouvé parmi les affaires de Michael. La nuit semblait interminable. Quelque chose bruissait à l'extérieur de la tente, mais je ne pouvais pas me résoudre à sortir et à regarder. Je ne me souviens pas du moment où je me suis endormi. Peut-être s'agissait-il d'un mécanisme de défense du corps, car je ne pouvais plus supporter la tension. Mais le rêve était lourd, plein de fragments de vision, des silhouettes sombres entre les arbres, le craquement sinistre des branches sèches et ces symboles gravés dans l'écorce. Je me suis réveillé brusquement, presque à bout de souffle. Le silence était assourdissant. La forêt semblait s'être arrêtée, comme une horloge qui aurait soudain cessé de tourner. J'ai tendu l'oreille, essayant de capter le moindre son. Et puis je l'ai entendu à nouveau, le craquement des branches, de la lumière, comme si quelqu'un marchait très prudemment sur le sol. Mais c'était proche, si proche que j'ai failli crier. J'ai essayé d'étouffer ma respiration pour ne pas me trahir. Mais c'était bruyant, irrégulier, et je sentais la sueur froide couler dans mon dos. La tente était devenue ma seule barricade contre l'inconnu. Mais ce n'était pas une défense fiable. Le bruit de craquement s'est amplifié. J'ai entendu quelque chose d'autre, un son étrange, comme un murmure. Je n'arrivais pas à distinguer les mots, mais le son même de ce murmure me donnait froid. Ce n'était pas la voix de Michael. C'était autre chose, complètement étranger. Et soudain, tout s'est arrêté. Le silence régnait à nouveau, mais cette fois-ci, c'était encore plus inquiétant. Je sentais que quelqu'un se tenait juste à l'extérieur de la tente, sans bouger, sans respirer. Juste là. Mes doigts ont serré le couteau si fort que ma main s'est engourdie. Je pensais que l'instant d'après, quelqu'un entrerait par effraction dans la tente et que ce serait fini. Mais rien ne s'est passé. Un rayon de lumière matinale a commencé à percer la toile de la tente et j'ai réalisé que j'avais survécu à la nuit. J'ai lentement ouvert la tente et j'ai regardé dehors. Tout avait l'air normal, même trop normal. Je suis sorti timidement, le couteau à la main. La forêt semblait à nouveau paisible, comme si rien ne s'était passé. C'est alors que j'ai vu les traces de pas autour de la tente. Elles étaient profondes, dispersées au hasard, mais certainement pas humaines. Je ne pouvais pas savoir à qui elles appartenaient. Mais on aurait dit les empreintes de quelque chose de grand, avec des orteils ou des pattes larges. Ce que j'ai vu ensuite m'a donné l'impression que le sol quittait mes pieds. À quelques mètres du camp, un nouveau symbole avait été gravé dans un arbre. Celui-ci était plus grand que ceux que nous avions vus auparavant. Il se composait de cercles et de lignes ondulées qui s'entrecroisaient. Le symbole était frais, l'écorce n'avait pas encore noirci. Je ne me souviens pas comment j'ai rassemblé mes affaires. Mes mains tremblaient et ma tête tournait. Mais la seule chose dont j'étais sûr, c'était que je devais partir d'ici. J'ai commencé à marcher en suivant le même chemin que celui que nous avions emprunté. Chaque bruit me faisait frémir. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai entendu un murmure, mais quand je me suis retourné, je n'ai vu personne. Et puis je l'ai vu. La veste de Michael pendait à une branche d'arbre. On aurait dit qu'elle avait été laissée là exprès comme un signe. À côté, il y avait son sac à dos. Je l'ai pris et j'ai vu qu'il était vide. Quelque chose dans cet endroit me criait de courir. J'ai couru à nouveau, ignorant les branches qui me frappaient le visage et les pierres qui tombaient sous mes pieds. J'ai couru jusqu'au parking où nous avions laissé la voiture. La porte était ouverte, mais je ne me souvenais pas que Michael l'avait laissé comme ça. J'ai sauté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et sans me retourner, je suis rentré chez moi.
Le voyage de retour a été flou, comme un fragment de rêve. Le moteur de la voiture rugissait et je tenais le volant si fort que mes doigts en devenaient blancs. Toutes mes pensées se mélangeaient dans un enchevêtrement. Les traces, les symboles, les affaires de Michael. Et ce regard invisible que je sentais sur moi à chaque instant. J'ai roulé jusqu'à la route principale. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Je voulais croire que c'était fini. Mais même à ce moment-là, j'ai eu l'impression que quelque chose m'observait. Je suis retourné en ville et je suis allé directement à la police. Je leur ai tout raconté. Comment nous avions monté le camp, comment Michael était parti explorer les environs, comment j'avais retrouvé ses affaires mais pas lui. Leur visage était impassible et je voyais bien qu'ils ne me croyaient pas. L'un des inspecteurs a jeté un coup d'œil à mon apparence miteuse et a soupiré. Vous dites que vous avez entendu des chuchotements et vu des symboles? Sa voix était calme, mais il y avait une pointe de scepticisme. Peut-être que c'est juste du stress, de la panique. Il est difficile de sortir de la forêt quand on perd le contrôle. Je voulais crier pour prouver que c'était réel, mais leurs yeux me disaient qu'ils avaient déjà pris leur décision. Ils m'ont promis d'aller à l'endroit où tout s'est passé. Je leur ai donné les coordonnées, mais même là, je savais qu'ils ne trouveraient rien. Michael n'était plus là. Il n'était plus là. Plusieurs mois se sont écoulés. La police ne l'a jamais retrouvé. Ils ont seulement dit qu'il n'y avait pas de signes de lutte ou d'autres preuves sur la pelouse où nous nous trouvions. Juste un espace vide. J'ai repris ma vie, mais rien n'était plus pareil. Tout ce qui m'entourait me semblait étranger. J'étais hanté par des visions, l'obscurité, les symboles, cet étrange murmure. J'ai essayé de me faire croire que ce n'était qu'une coïncidence. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Michael. Son visage était à moitié caché dans l'ombre, mais je voyais qu'il voulait dire quelque chose. Un jour, j'ai entendu frapper à la fenêtre de mon appartement. C'était un son simple, aussi ordinaire qu'un coup de vent. Mais en m'approchant, j'ai vu quelque chose de gravé dans le verre. C'était le même symbole. Cette nuit-là, je n'ai plus dormi. Si cette histoire vous a fait ressentir une véritable peur, la prochaine vidéo ne vous laissera certainement pas indifférent. Je vous recommande de regarder ma précédente vidéo sur un homme seul dans une maison où chaque bruit vous fait frissonner, ou encore l'histoire d'un cimetière qui cache plus qu'il n'y paraît. Et pour ne pas manquer de nouvelles histoires effrayantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Ce sera encore plus effrayant. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce qui vous a le plus effrayé dans cette histoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, si vous osez.